Bonjour à tous et bienvenue. Voici notre sommaire. La vie à deux n'est pas toujours un long fleuve tranquille et face aux aléas de la vie, on dit souvent qu'il faut faire des concessions, des compromis. Mais ces deux notions ne veulent pas du tout dire la même chose et ne pas les maîtriser entraîne souvent des déséquilibres dans les relations. Bref, on vous dit tout ce matin. Ensuite, on parle des enfants dits difficiles et pour être plus précis, c'est le comportement et non pas le petit être qui pose problème bien sûr. Histoire de couple, souci avec les enfants, un peu de détente s'impose. On testera un cours de chant avec Nabil. Et pour finir, nous irons à la découverte des vertus et bienfaits de certaines épices largement utilisées dans la cuisine marocaine. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur Média TV dans On se dit tout. A tout de suite pour les détails. Merci à tous d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver sur Média TV dans On se dit tout, un plateau ce matin pour vous accompagner dans différents domaines de vie avec vos enfants, bien-être, chant, bref, beaucoup de choses. Justement, si vous acceptez d'être avec nous pendant cette petite heure qui suit. Je reçois tout de suite les invités. Yasmina Oudreri, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec vous aujourd'hui, concession et compromis. Ça ressemble au titre d'un livre ou d'un film. Compromis et concession, on en parle avec vous dans un petit moment. Vous êtes coach. On parlera aussi des enfants avec vous. Sabrine Gdira, bonjour. Merci d'être là. Comment gérer un enfant dit difficile? On va voir ce que c'est exactement et comment. Madame Khadija Jaouane, merci beaucoup d'être là à nouveau avec nous. Vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie et phyto-aromathérapeute avec vous. Le fabuleux pouvoir des épices. Nous les consommons tous les jours dans notre cuisine sans en connaître véritablement leurs bienfaits et leurs secrets. Les détails avec vous aujourd'hui. Et puis, Nabil, tout à l'heure, on espère qu'on va pouvoir avoir un temps clément, même s'il teste un cours de chant, on va voir ce que ça donne. Sans rancune, Nabil. Il testera un cours de chant pour nous, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert surtout. Donc, on verra tout ça dans un petit moment. Merci pour votre fidélité et on démarre tout de suite, sans plus tarder. Comment aller mieux? Comment faire la différence entre concession et compromis? On en parle tout de suite. Nous sommes avec vous, Yasmina Oudreri. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes coach. Oui. En fait, on avait annoncé lors d'une précédente émission avec vous qu'on parlerait de ce point parce que vous l'aviez abordé à la fin de l'interview. On s'était dit que c'est tout un sujet oui. Et il faut justement revenir sur ça. Vous avez tenu votre promesse et vous êtes là aujourd'hui avec nous justement pour en parler. D'abord, on commence par une petite définition. On regarde. Pour avoir une relation équilibrée, il faut prendre conscience d'une chose qui est très importante à mon avis, c'est l'équation du couple. On est devant 1 + 1 = 3. Ça veut dire qu'il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Et sur ce nous qu'il faut travailler et le considérer comme une seule entité et travailler ensemble pour réussir et faire passer l'intérêt de l'équipe, l'intérêt commun avant l'intérêt personnel. La fidélité, la tolérance, l'amour. L'amour, faire des concessions de part et d'autre, hein, voilà. Il ne faut pas confondre un compromis avec une concession. La concession, c'est céder un bout de sa liberté pour faire satisfaire l'autre et pour le bien-être de l'autre. Par contre, un compromis, c'est essayer d'arriver à un terrain d'entente qui arrange les deux, une solution gagnant-gagnant. Faire des choses ensemble, du sport, des visites, des voyages... des expositions, mais faire des choses ensemble pour ne pas se retrouver à la fin sans plus rien à se dire et donc avec des difficultés de couple qui peuvent arriver même beaucoup plus tard. Un couple repose sur 2 individus et chaque individu vient avec son bagage éducatif, ses expériences, son vécu personnel, sa conception, une vision particulière et un modèle parental. Alors quand je dis bien un modèle parental, il faut bien savoir qu'inconsciemment, on a été ou on est encore impacté par le fonctionnement du premier couple qu'on a vu, qui est bien évidemment le couple de nos parents. Avoir du respect, il faut faire des concessions, sinon ça ne fonctionne pas. On ne veut pas tous les mêmes choses. Parce que les gens oublient souvent que l'autre est différent. Et trouver une personne qui aime exactement les mêmes choses que nous est presque impossible. Donc là, il faut savoir vivre avec la différence. Alors, vivre avec la différence grâce aux concessions ou grâce aux compromis, Yasmine? Les deux. Les deux? Les deux. Vous n'êtes contre absolument pas. Aucune démarche?
Sinon, ça aurait été fantasmer une relation idéale ou l'être idéal. C'est ça. Voilà, donc quand on a un partenaire, on prend tout ce qui vient avec. On prend la personnalité, on prend les défauts, on prend les qualités, on prend la gentillesse, la méchanceté, on prend tout. Donc là, vouloir céder complètement certaines choses ou trouver un terrain d'entente, ce sont deux choses qui doivent aller en parallèle. Alors céder, c'est concession. Exact. Terrain d'entente, c'est compromis. C'est le compromis. C'est le compromis. C'est le compromis. Alors, on aurait tendance à croire que le compromis serait la meilleure attitude ou la meilleure façon de régler les choses. Mais vous vous dites, il faut parfois carrément céder, il faut faire des concessions. Mais c'est quoi l'idée? C'est être conscient qu'on fait des concessions? Oui, être conscient qu'on fait des concessions et les mesurer aussi. Parce qu'il y a certaines choses dont on doit mesurer l'enjeu. Si je dois faire cette concession par rapport à ceci, quelle est son importance dans mon couple et quelle est son importance dans ma vie? Je vous suis. Voilà. Moi, j'aurais pensé honnêtement que vous alliez aller sur un discours de pas de concession, que des compromis. Absolument. Non? Absolument pas, c'est impossible. Sinon, ça ne marchera pas. Okay. Il y a certaines choses sur lesquelles on doit complètement céder. Il y a certaines choses sur lesquelles on doit faire des compromis. Et bien entendu, quand je dis compromis et quand je dis concession, ça doit venir des deux côtés. Comme ça, il n'y a pas le poids sur une seule personne ou l'un des partenaires. Et après, on se retrouvera dans des reproches, dont j'ai fait plus pour toi, tu as fait plus pour moi. Et on commence à pointer du doigt. Et là, on rentre encore dans un autre cercle. Mais vous savez, là, on a des téléspectateurs avec nous. Et peut-être même des couples qui nous regardent. Et justement, on peut avoir l'épouse qui dit à son mari, mais tu vois, elle dit qu'il faut faire des concessions. Mais pourquoi tu ne veux pas lâcher? Alors, juste pour que ce ne soit pas mal interprété, qu'est-ce que vous voulez dire par cette demi-mesure entre concession et compromis? Est-ce que je peux donner une métaphore? Bien sûr. Voilà. Le samedi matin, il y a monsieur qui vient dire « il faut qu'on aille manger chez ma mère ». OK? Elle n'a pas très envie d'aller manger chez la mère. J'ai un papier peint à acheter. OK? Non, je n'irai pas avec toi. Où est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'il va aller céder d'aller déjeuner chez sa mère, ça reste sa famille, ou c'est le papier peint qui va primer? Donc le conflit va y aller. Si on trouve un compromis, eh ben, on prendra 1 heure pour acheter un papier peint. Ensuite, on ira manger chez ta maman, ça sera sans souci. Donc, ça, c'est pour le compromis. Ça, c'est le compromis. Et sinon, je n'ai pas envie d'aller voir ta famille et je n'ai pas envie d'aller acheter ton papier peint. Là, c'est voilà, qu'est-ce qui va céder? Alors aujourd'hui, c'est un point que je souhaite souligner, c'est qu'on n'est pas là pour gagner. D'accord? On n'est pas en compétition dans un couple. En compétition, comme elle a dit la psychothérapeute Dr Imen, elle a dit, voilà, il y a 1 + 1 = 3, on doit être ensemble pour pouvoir monter quelque part. Donc là, on n'est pas dans un duel, on n'est pas dans un combat, on n'est pas, moi je t'ai donné la dernière fois, moi tu me donnes cette fois-ci. On est là pour bâtir ensemble. Mais ce n'est pas le risque avec la concession. Avec le compromis, oui. C'est vrai qu'on est dans l'optique de bâtir ensemble. Mais avec la concession, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans ça, se dire finalement, j'ai laissé tomber quelque chose et en contrepartie, parce que nous ne sommes que des êtres humains, j'aurais attendu de ta part que tu laisses tomber cette fois-ci. Ça, par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, mesurer l'enjeu de ce que j'ai laissé tomber. Mesurer l'importance dans ma vie et l'importance du couple dans ma vie. D'accord? Et à ce moment-là, une fois que c'est le couple qui va primer, on va plus se rappeler des concessions qu'on a faites. C'est bon, il n'y a plus de calcul à faire. Okay? Oui, mais ce qui se passe, c'est que parfois, l'un des parties se sent lésé dans cette démarche-là parce que c'est le couple et le bonheur du couple qui priment. Mais quand on n'est pas deux à réfléchir comme ça, c'est l'un qui prend par rapport à l'autre. Et c'est là où il y a la communication. Et c'est l'un des grands piliers du couple. C'est communiquer. Quand on communique, on écoute. Quand on écoute, on s'ouvre. Quand on s'ouvre, on arrive à se comprendre. Et quand on se comprend, au contraire, je peux être fermée par rapport à une décision que mon partenaire m'a fait, mais une fois que je l'écoute, je commence à m'ouvrir même vers de nouveaux horizons. Et c'est là la beauté de la communication dans le couple et l'importance. Parfait. Alors, justement, pour revenir sur concession et compromis, vous n'êtes pas contre les concessions. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être conscient de la concession, de son importance, de la démarche. De la démarche ne aussi. Pas le regretter. Absolument pas. Et aussi, par contre, il y a l'importance des requêtes qu'on fait. C'est-à-dire mon partenaire qui viendra de me demander quelque chose qui est complètement fantasmagorique et qui rentre dans l'impossible. Juste par caprice ou par fantasme,
ou par, voilà, j'ai envie de gagner. C'est de là où vient un petit peu l'intelligence de la personne et l'importance du couple aussi, et comment on voudrait évoluer dans ce couple-là. Je ne viendrai pas te demander l'impossible en te demandant de faire une concession. Où est-ce que tu vas en arriver? C'est ça. Poser la question. Poser la question de l'importance de la requête aussi. Arrête de travailler. Ça peut être aussi une question, et ça arrive. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ont laissé leur carrière de côté pour pouvoir prendre soin plus du couple et qui ont, dans cette décision-là, se sont ouverts à de nouveaux horizons, de nouvelles passions, peut-être une nouvelle carrière, et c'est de là où il y a l'ouverture. Mais la pleine conscience et l'acceptation. La pleine conscience et l'acceptation. Une réaction, Khadija Jaouane? Parfait. Vraiment parfait. J'ai une métaphore pour compléter. Oui, c'est juste que dans le couple, chacun vient avec une valise pour un bout de chemin et prendre une valise commune. Donc, quel est l'accessoire de l'essentiel? Faire la concession de l'accessoire pour avoir cette valise commune qui ne doit pas avoir que les affaires du mari ou que les affaires de la femme. De la femme, absolument. Oui. Sabrine? On voyait justement tout à l'heure à l'écran une photo d'un tandem et je pense que ça représente bien l'idée qu'on pourrait avoir du couple, c'est-à-dire qu'on pédale ensemble vers une destination donnée, vers un objectif, on bâtit ensemble. Je pense qu'il faut être partenaire, il faut être une équipe. Et comme elle disait si justement, ce n'est pas un duel, on n'est pas l'un face contre l'autre, mais au contraire, on est les deux à côté, on bâtit ensemble et on peut tout comprendre à partir du moment où on communique bien, on dit ce qui nous déplaît, ce qui nous plaît. Et quand vous dites on pédale ensemble, parfois l'un fatigue par rapport à l'autre et l'un prend pour l'autre. C'est justement le principe d'une équipe, c'est comme quand on joue au tennis et quand on est en double, et il y en a un peut-être qui peut se fatiguer à un moment du match, et l'autre va prendre le relais et puis après dans une autre période de la vie, ça sera l'autre. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à des belles histoires et à des belles réussites ensemble, c'est quand l'un prend le relais. Quand l'autre fatigue, c'est... Par rapport justement à vos consultations, est-ce que ça peut être une source de conflit dans le couple, ne pas véritablement connaître la nuance entre les deux, la différence entre les deux? Oui, au fait, pas uniquement ça. Il y a dans certains couples, il faut admettre quelque chose, qu'il y a toujours un parti dominant quelque part. Dit-elle. Dit-elle. Sérieusement? Oui, il y a un dominant. Il y a une personnalité plutôt plus dominante. Je préfère le dire. Comme il peut y avoir des personnalités qui sont similaires. On n'épouse pas quelqu'un, il n'y a pas de personne règle similaire. Ce n'est pas une règle absolue. Mais quand il y a une personne dominante, oui, il y a effectivement une personne plus que l'autre fait plus de concessions. Et c'est là où on trouve l'autre personne, d'accord, un peu plus en souffrir. Maintenant, l'intelligence voulée, et c'est un point à souligner qui est important, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. En toute bienveillance et en toute bonne foi. Et c'est très important. Quand on se met à la place de l'autre, on pourra comprendre le ressenti, on pourra comprendre certaines choses. Et puis, il y a un facteur très important par rapport à notre société, et nos entourages, notre éducation. Elle laisse faire certaines pratiques. Yasmina, on va sur les questions de téléspectateurs? Oui. On y va. Alors, première question, Salim, 30 ans. À force de compromis, n'y a-t-il pas un risque que l'un des partenaires ou les deux se sentent frustrés à la longue? Non. Non? Parce que le compromis, en fait, c'est ça, c'est qu'on a tendance à faire l'amalgame entre les deux, compromis-concession. Exact. Le compromis, c'est ce qui est bien. Concession, c'est ce qu'il faut faire avec modération. Exactement. Exactement. Ça. Exact. Alors, deuxième question, Ralia, la quarantaine. Au final, il y en a toujours un qui cède et l'autre qui prend le dessus. Oui et non. Mais justement, non, il faut pas. Oui et non, il faut pas. Il faut pas, parce que quand il y a l'autre qui prend le dessus, il y aura un ras-le-bol d'un côté. C'est ça. Alors, maintenant, les téléspectateurs sont là. On regardait cette émission, vous ont écouté, expliqué, et il y a eu ces questions justement pour clarifier encore bien les choses, concession, compromis. S'il y a une prise de conscience maintenant, pas de la part de celui qui abuse, mais de celui qui est lésé, comment faire que ça change? Parce que finalement, quand on va dire à l'autre, tu sais, dorénavant, je ne veux plus faire de concessions parce que j'en ai trop fait, ou je veux que les choses changent, il faut que ce soit dans les deux sens. Celui qui avait l'habitude d'être un petit peu maître de la situation va se sentir lésé et un petit peu envahi et voilà, ne va pas accepter forcément la situation. Il y a quelques points importants à faire et à retenir. Communiquer, parler de son ressenti et parler calmement, sans colère, sans reproche, sans pointer du doigt, sans se victimiser et sans persécuter. Ok, donc l'histoire de
Tu m'as fait, je t'ai fait il y a 10 ans, je t'ai laissé partir, il y a 20 ans, tu m'as fait. Tout ça ne mène absolument à rien. Le reproche, la personne en face de nous, une fois qu'on va communiquer de son ressenti et qu'on soit sûr qu'il y a une bonne écoute, il va falloir communiquer correctement et trouver le bon canal de communication avec lequel parler à l'autre personne. C'est tout un problème aussi. C'est tout un problème. C'est un sujet Oui, on programme le canal de communication. Donc là, communiquer bien, dans le calme, dans le respect, sans reproche, sans rien du tout. Mais l'autre va réagir quand même. Ça. On veuille ou pas, on ne peut pas réagir négativement si on vous parle d'une manière positive et d'une manière sereine, en voulant construire, sans reproche, sans insulte. Oui, bien sûr. Si on trouve un bon canal de communication, si on est tous les deux là en train de prendre un verre de thé, en parlant très calmement ou autour d'un dîner, en trouvant le bon canal, en caressant l'épaule, certaines choses, on a toujours tendance à vouloir écouter. Et quand on est bien écouté, on pourra parler et être absorbé. Ça, c'est très important. Donc, communiquer et parler du ressenti. Au lieu de dire... Elle risque pas de dire ou elle risque pas de dire, mais pourquoi tu veux gâcher le moment? On est tellement bien, pourquoi tu nous sors des problèmes? Ça, c'est si on se victimise ou si on persécute. Oui. Tu sais, je me sens très lésée parce que tu m'as fait, parce que ceci, parce que cela. Ça ne passera pas. Si on trouve un autre canal, ça serait mieux de dire, oui, par exemple, je suis un peu plus triste de cette situation parce que ceci, cela, pas parce que tu m'as fait. Non, là, on perd. On perd la personne en face. On revient pour ce sujet. Oui. Les différents canaux de communication. Exact. Comment régler. Trouver le bon canal, trouver le bon canal. Merci beaucoup, Yasmina. Avec plaisir. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Avec plaisir. Alors, on continue l'émission, tous ensemble, toutes ensemble, un plateau de femmes. On aura tout à l'heure notre bonhomme de l'émission du dimanche, Nabil, qui va tester pour nous un cours de chant. On va parler de quoi tout de suite? On va parler d'enfants et de bien-être d'enfants et d'adolescents tout de suite. Sabrine Dira, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec vous, comment gérer un enfant difficile. Mais bien sûr, on ne parle pas de... C'est pas l'enfant qui est difficile, c'est son comportement qui est pas facile. Avant d'en parler avec vous en tant que spécialiste de la petite enfance, on va voir la vision d'une directrice pédagogique. Qu'est-ce qu'elle en pense exactement? On regarde. Dès qu'on a un enfant qui fait un caprice, quand on a un enfant qui s'oppose, qui répond, qui ne tient pas en place en classe ou qui ne tient pas en place tout court à la maison ou quelque chose, on se dit qu'il est compliqué, qu'il est difficile. Selon moi, ce n'est pas l'enfant qui est difficile, l'enfant difficile n'existe pas, parce que l'enfant n'est finalement que le reflet de sa famille, il n'est le reflet que de son vécu, de son histoire, et donc qu'on est supposé gérer et comprendre à notre manière. Lorsque, justement, on parle des enfants difficiles, on a malheureusement tendance à les catégoriser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, quand on s'attend à ce qu'un enfant soit sage, il l'est. Lorsqu'on s'attend à ce qu'un enfant soit méchant ou agité, il le devient. Quand on a les parents et les enseignants et l'enfant qui travaillent ensemble, on aboutit à plus de résultats positifs. Donc il y a ce qu'on appelle la collaboration. Et ce que j'ai tendance à recommander, par exemple, c'est de mettre en place des règles. Et ces règles sont faciles parce que l'enfant les comprend. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est que ce soit des règles qui se reproduisent un petit peu tous les jours. Parce que quand l'enfant fait de petites choses tous les jours, il y arrive et ça devient une habitude. Et à chaque fois qu'il arrive à faire quelque chose, on le renforce. Parce que le principe du renforcement positif, c'est que ça encourage le comportement que l'on souhaite garder. Et donc, ça lui fait plaisir et donc l'enfant, il y arrive. Ça me fait penser à un élève, et c'est un petit garçon qui est arrivé et tout de suite les enseignantes étaient abasourdies par un comportement assez particulier. Il était très agité, il frappait tous les enfants, il n'écoutait pas, il se levait, il faisait des tours en classe. Et à chaque fois, il était à l'extérieur, il était dans mon bureau. Après avoir discuté avec les parents et mis en place la collaboration, je lui ai demandé de surveiller les autres élèves en classe. Et il prenait sa tâche
au sérieux, mais comme un vrai petit chef. Et je pense très sincèrement que le fait de lui avoir confié une mission, de lui avoir fait confiance et de l'avoir félicité juste après, que voilà, il nous a tous surpris. Et franchement, je garde espoir pour tous les enfants qui sont traités injustement d'enfants difficiles. Alors justement, Sabrine Gdira, est-ce que l'enfant difficile existe vraiment? Alors déjà, ce qu'on entend par enfant difficile, quand on parle comme ça un peu entre mamans, entre professionnels du secteur, c'est un enfant qui va faire beaucoup de caprices, qui va se jeter par terre, qui va jeter des objets, qui ne va pas répondre à une demande qui pourtant nous paraît évidente, à savoir comporte-toi bien. C'est un enfant avec lequel on va appréhender d'aller en société ou d'accepter une invitation chez la famille ou chez des amis parce que on ne pourra pas prendre son thé tranquillement. Voilà, on va avoir peur qu'il se jette, qu'il fasse un caprice. Donc, ce qu'on entend par enfant difficile, c'est ça. Ensuite, est-ce que c'est approprié d'utiliser cette expression? Absolument pas. C'est-à-dire que ce qui est difficile, quand on dit un enfant est difficile, c'est comme s'il était né comme ça, on a tiré le mauvais numéro à la loterie. C'est inné. Or, il n'y a pas d'enfants difficiles, il y a seulement des enfants qui sont un peu difficiles à éduquer. Donc, c'est vraiment très différent. On ne remet pas en question l'enfant en lui-même, mais c'est sa relation avec lui qui est compliquée. Et c'est toujours un peu plus facile pour les parents de remettre en question l'enfant que leur relation avec eux. Alors, qu'est-ce qui fait que la relation devient compliquée avec un enfant, un petit être, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Alors, un petit être de 2 ans, déjà, il faut savoir qu'il a une phase d'opposition qui est tout à fait normale, qui va commencer vers 1 an et demi, 2 ans, qui va se terminer à 3 ans. Elle se termine en général vers 3 ans, elle peut durer un peu plus longtemps. C'est tout simplement une période où l'enfant va prendre conscience qu'il est un individu à part entière, il va affirmer son caractère, sa personnalité. C'est une phase qui est normale, elle est même nécessaire. Et donc, il faut le laisser s'exprimer. Quand il dit non, on ne va pas lui dire « bon, tu arrêtes tout de suite, je te dis que tu vas mettre ton manteau ». On va écouter sa voix comme un individu a le droit qu'on l'écoute. Même les grands sont parfois embêtants, Sabrine. Oui, bien sûr. On est d'accord. Ils sont embêtants de même manière grands, différente. Même les adultes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut pas, déjà, on peut pas vouloir qu'un petit être soit parfait si nous-mêmes on l'est pas. Mais après ça, c'est un autre sujet, comme on disait. Donc la période de la période d'opposition, elle est complètement normale. Ensuite, il peut y avoir d'autres choses qui font qu'un enfant va être un peu qualifié de difficile, c'est-à-dire qu'il peut être précoce, il peut avoir des troubles, comme le TDAH, par exemple, c'est l'hyperactivité qui est un peu utilisée à tort et à travers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'un enfant est un peu agité, on dit qu'il est hyperactif, alors que, par exemple, quand je vais en séance avec des enfants, on me dit « je ne sais plus quoi faire, il n'écoute rien, il est hyperactif ». Je n'arrive pas à aller au supermarché parce qu'ils se jettent. Moi, quand je vais au supermarché avec eux pour essayer de le faire en séance, ils se comportent très bien. Donc l'hyperactivité étant une pathologie, on ne peut pas l'activer à certains moments de la journée et la désactiver à l'autre. Soit on est hyperactif, soit on ne l'est pas. Donc dans ces cas-là, quand l'hyperactivité, qui ne peut être que diagnostiquée par un pédopsychiatre, pas de parents, personne à part un pédopsychiatre, c'est qu'il manque de règles ou que les règles ne sont pas connues ou pas comprises ou pas cohérentes, c'est-à-dire papa dit bleu, maman dit rouge, ou qu'elles ne sont pas conséquentes. Conséquente, ça veut dire que la sanction en cas de non-respect de cette règle est connue et surtout, elle est appliquée invariablement. Si tu ne fais pas tes devoirs, par exemple, tu vas avoir telle sanction et il faut vraiment l'appliquer. Si l'enfant décèle une incohérence entre les parents et dit « bon, chez papa, c'est comme ça, maman, c'est comme si », bah, ils sont intelligents, ils vont très bien savoir à qui demander quoi et quand. Voilà. Et donc finalement, la relation devient difficile. Et l'enfant est qualifié de difficile. C'est-à-dire que quelque chose qu'on observe beaucoup de nos jours, c'est que les parents sont dans une dynamique de séduction et pas d'éducation. C'est-à-dire que les parents ont peur qu'en étant trop fermes ou en appliquant des punitions, les enfants arrêtent de les aimer. Et je reçois tout le temps des parents qui ont vraiment une peur bleue, une peur terrible que les enfants arrêtent de les aimer ou voire aiment plus la maîtresse que eux ou le papa que la maman ou la grand-mère parce qu'elle cède tout. Donc vraiment, on est dans une opération séduction pour son enfant, alors qu'on devrait être dans une opération qui est vraiment éducative. Un enfant a besoin de règles et de limites pour se sentir en sécurité. Déjà, quand il est dans le ventre de sa maman, il a une paroi, donc il a des limites.
c'est sécurisant, c'est rassurant. Et plus il grandit, à tout âge, les limites changent, évoluent, mais ils ont besoin... C'est pas non plus des enfants, même quand on met les cadres, les limites, qu'on énonce les règles, qu'ils savent que maman est intransigeante ou papa est intransigeant sur telle ou telle chose, les enfants ont tendance à vouloir parfois pousser ces limites. Bien sûr, mais déjà c'est un signe d'intelligence, c'est un signe de créativité, c'est-à-dire qu'un enfant qui va dire oui sans comprendre, il faut peut-être même s'inquiéter, c'est-à-dire un enfant qui va nous tester, qui va user de stratèges pour essayer de savoir. C'est quand même un signe d'intelligence, donc il ne faut pas brimer ça, il faut juste communiquer, comme ce que disait Yasmine très justement, la clé c'est la communication. Avec son mari, sa femme, son enfant. Mais son enfant, c'est-à-dire on lui explique ce qu'on attend de lui. Des fois, nous ça nous paraît logique qu'on ne veut pas qu'il se jette, mais lui, qui lui a dit que... Ce qui est logique pour nous ne l'est pas forcément pour eux. Donc, on a tendance après à le dire en criant. Voilà. Lève-toi, c'est pas bien. Non, c'est-à-dire il ne faut jamais perdre son sang-froid, il ne faut jamais perdre son calme. C'est vrai que dans l'éducation, on a un principe, on dit que les parents éduquent les enfants, mais ce qui est vrai aussi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'enfant va influencer la méthode, la manière dont nous, parents, allons les éduquer. C'est-à-dire quand on a en face un enfant qui est réceptif, qui est affectueux, qui est gentil, qui écoute, qui a un comportement gentil, pas qui est gentil, parce qu'ils sont tous gentils. Mais voilà, on va avoir tendance à l'encourager, à le féliciter, tandis que si on a un enfant qui est réfractaire, qui dit non, automatiquement, ça va être un cercle vicieux parce qu'on va directement, c'est l'enfant de la phrase. On réagit avec lui comme si on réagissait avec un adulte, en fait. C'est en bras de fer. Tout à fait. C'est le vilain petit canard de la famille. Et donc, de base, on estime qu'il fait tout mal. Et donc, on va avoir tendance à moins l'encourager, moins le féliciter. Donc, ça va nous faire rentrer dans un cercle vicieux qui, au final, va le faire encore moins bien se comporter. Et puis, c'est un cercle vicieux qui... Donc, une remise en question est importante de la part des parents. Des parents, tout à fait. Lalla Khadija, je vous voyais très réactive par rapport à ce sujet. Très impliquée en tant que aussi, je travaille avec les enfants et en tant que maman aussi. Donc un enfant, il a besoin de se sentir aimé, pas d'être aimé parce que les parents aiment leurs enfants en principe. Donc il a besoin de se sentir aimé, de sentir de la reconnaissance et de la stabilité. Donc avec ça, moi, c'est plus les enfants trop calmes qui me pose problème. Mais un enfant, plus il est éveillé, plus il résiste, plus il affirme sa personnalité. Et pour les parents, il faut se poser la question de c'est quoi ma mission avec cet enfant ? C'est de l'accompagner à être lui-même. Ce n'est pas qu'il réponde à mes besoins de maintenant, d'être calme et... Non. Et même au niveau de l'hyperactivité, ça c'est un grand sujet qu'on peut annoncer. Il y a beaucoup de comportements qui, si on les change, même, bien sûr, ça me reprend, le côté alimentaire joue énormément. Ça, justement, c'est défendu par de nombreux spécialistes, notamment les sucres, etc. Oui, beaucoup de choses. Une réaction, Yasmina ? La relation enfant-parent est reflétée énormément par rapport à la relation dans le couple. Les relations conflictuelles dans le couple se reflètent sur la relation conflictuelle avec l'enfant. D'où vient, encore une fois, on le redit, on rabâche, communication dans le calme, pas dans la colère. Elle ne mène à rien. Parce qu'après, l'enfant aussi adopte ce mode de communication, de cri, etc. Bon, nous, on n'en a pas fini avec ce sujet. On va continuer avec les questions des téléspectateurs, mais juste après une courte pause. On revient tout de suite. Très, très bonne matinée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. On se dit tout continue. On s'est dit beaucoup de choses jusque-là. On a parlé de concessions et de compromis au sein de la relation, au sein du couple en particulier. Un enfant dit difficile, qu'est-ce que c'est? Surtout comment le gérer? On continue d'en parler. Les fabuleux pouvoirs des épices que nous utilisons dans notre cuisine marocaine dans quelques instants. Et puis un petit cours de chant pour se détendre. Je ne sais pas si ça détend vraiment. Moi, ça m'angoisserait. Je ne sais pas. J'ai l'impression. C'est parce que dernièrement, je chantais. Ma fille me dit « Maman, tu chantes très mal ». Bref. Donc peut-être, je me dis ça va plutôt se retourner contre moi. La fibre. La fibre est là? Ok, super. Alors, on revient à notre sujet. Comment gérer un enfant difficile? Difficile, c'est important parce qu'il n'y a pas d'enfants méchants. Il n'y a que des enfants avec des comportements médiocres ou mauvais. Des comportements, mais pas l'enfant, bien sûr. Ouais. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. On a une jeune maman, Lamia, 28 ans, qui nous dit « J'ai tout essayé, la discussion, la punition, mais rien n'y fait. Ma fille n'en fait qu'à sa tête, je ne sais plus quoi faire. La fessée est-elle une solution ?» Waouh, quelle question.
Quelle question? Alors déjà... Sans jugement, bien sûr. Mais c'est bien d'avoir eu cette question parce que il y a beaucoup de tabous à parler de la fessée, de la punition, etc. Clairement. Donc c'est bien que ce soit soulevé par une maman. Complètement. Alors déjà, bon, la fessée, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, personnellement, et encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi, je suis contre. On ne va pas régler de la violence par de la violence. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas essayer d'inculquer à un enfant d'être calme et de communiquer dans le calme. Sinon, on va venir lui donner une claque ou une fessée ou n'importe. Ensuite, le « j'ai tout essayé », c'est vraiment la phrase qui revient le plus en consultation. C'est-à-dire quand on a un premier contact avec moi et qu'on m'appelle, la première phrase qui sort, c'est « j'ai tout essayé ». Et c'est des gens qui sont débordés, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils ne savent plus, ils essaient de lire un peu sur Internet des livres, il y a un panel de conseils, de pros, de la petite enfance, un peu de tout. Et en fait, il y a des parents qui ont vraiment l'impression de tout essayer et de ne pas y arriver quand même. Je pense qu'il faut continuer d'essayer. Et là, en l'occurrence, dans cette phrase, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise le pronom « je ». Alors, je ne sais pas si c'est une famille monoparentale ou pas, mais en tout cas, si c'est une famille classique, donc avec un papa et une maman, peut-être qu'elle a tout essayé, mais si en face d'elle, il n'y a pas de cohérence dans le duo, papa-maman ou école, famille, ou enfin tous les adultes qui sont amenés à côtoyer cette petite fille au quotidien, s'il n'y a pas de cohérence entre tous ces gens-là, c'est évident que le travail qu'on va faire à droite va être un peu défait à gauche, etc. Donc en fait, le « j'ai tout essayé », en fait, il doit se transformer obligatoirement en « on a tout essayé », parce que c'est une équipe, c'est-à-dire que l'enfant, il est confronté toute la journée à différentes figures d'attachement. Donc tous ces gens-là doivent être dans une équipe d'éducation pour cette petite fille. Ensuite, la punition, oui, mais la punition doit être adaptée à la bêtise que cette petite a fait. Là encore, les écoles diffèrent. Certains sont anti-punition. Voilà. Moi, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi. J'utilise la chaise à réfléchir. C'est une chaise qui n'est ni la chambre de l'enfant, puisque la chambre de l'enfant, c'est l'endroit où il dort. Il ne doit pas être associé à la punition. Ça doit être plutôt associé à la sérénité, à la tranquillité, parce que sinon, il va angoisser quand il va aller dormir. Absolument. On peut mettre une chaise qui est vraiment dédiée à ça, une chaise à réfléchir. Et lorsqu'il fait une bêtise, on le prévient en avance. Si tu fais ça, tu vas aller réfléchir. Et si l'enfant, évidemment, il va le faire parce qu'il va vouloir nous tester une fois, deux fois, trois fois. On l'emmène sur la chaise et on l'installe. Et il va se jeter de la chaise, il va pleurer, enfin, évidemment. Mais on va lui dire, quand tu te calmes, tu lèves la main, je viens te voir et on discute de la petite bêtise que tu as faite. Au début, ils vont être réfractaires, ils vont bouder. Et ensuite, quand ils vont voir que ça marche, ça marchera pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont lever la main ou nous appeler. Voilà, maman, j'ai compris, j'ai fait ça. Vers quel âge ? Mais ça, c'est très jeune, c'est-à-dire vers 3-4 ans, on peut commencer à instaurer la chaise à réfléchir. C'est une méthode qui marche très bien, qui est utilisée dans certaines crèches, dans certaines écoles, chez certaines familles. Et ensuite, on a aussi le planning avec les règles de la maison. Donc, on va s'installer tous en famille. On va énoncer un certain nombre de règles. Il ne faut pas qu'elles soient non plus trop nombreuses. Il faut que tout le monde soit d'accord sur ces règles. Donc, des règles pour papa, des règles pour maman, des règles pour la petite. Chacun va signer, donc va donner son consentement. Et, la petite aussi. Oui, bien sûr. Et en fin de journée ou en fin de semaine, on dit, alors lundi, est-ce que tu as bien rangé ta chambre? Est-ce que tu as pris le bain sans pleurer? Enfin, toutes les problématiques un peu qui posent des petits soucis au quotidien. À 3 ans, on peut avoir ce genre d'échange avec un enfant? Les enfants sont très intelligents. On peut les responsabiliser très vite et très tôt, à condition d'avoir la bonne méthode pour le faire. Ils comprennent, même s'ils ne vont pas nous répondre avec des phrases qui sont élaborées, mais ils comprennent ce qu'on attend d'eux si on leur explique, comme disait Yasmine, calmement, en communiquant avec un canal qui marche bien. C'est pas viens, on va mettre en place un programme. Non, on explique. C'est-à-dire que c'est une personne, il peut avoir 3 ans ou 10 ans ou 15 ans, c'est une personne à part entière. Et même pour l'avenir, pour qu'il puisse se défendre en tant que personne et s'affirmer en tant qu'individu, il faut que dès petit, sa voix compte. Ensuite, s'il est dans l'erreur, on va lui expliquer pourquoi il est dans l'erreur, mais on l'écoute et on l'oriente. En tout cas, vous nous avez dédramatisé la situation. Merci beaucoup, Sabrine Oudira.
On continue l'émission ensemble. Moi, je pensais qu'on allait sortir un petit peu fatigué de ce sujet, mais finalement, il faut réfléchir, il faut se reposer des questions, il faut communiquer, il faut se calmer, il faut se détendre. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est ça. Il ne faut pas hésiter à verbaliser ces mots, MAUX, c'est-à-dire que quand on est en difficulté, quand on se retrouve confronté à une situation où on a l'impression d'être seul, comme le modèle sociétal change, avant on accouchait, on allait chez les parents. Là aujourd'hui, les grand-mères, elles sont actives, elles travaillent. Absolument. Donc les jeunes parents, on est confrontés à ça tous les jours, ils se sentent seuls. Donc il ne faut pas hésiter à verbaliser, à demander de l'aide à des spécialistes. Absolument. Et à regarder, on se dit tout. Et à regarder, on se dit tout. Je fais de la peine. Merci beaucoup, Sabrine. Alors, autour de la table, qui c'est qui aime chanter? Silence total, c'est pas possible. Moi, j'aime beaucoup, mais je chante très mal. Oui, J'ai chanté avec ta maman. Oui. Alors, vous aimez chanter quoi? On pousse la chansonnette maintenant? Non, vaut mieux pas. Pourquoi? En tout cas, je pense que vous devez chanter beaucoup mieux que Nabil qui teste pour nous un cours de chant. Non. Alors, on regarde et on revient pour voir. Vous nous direz honnêtement si vous chantez mieux que lui. Oui. Vous nous poussez un petit truc. On regarde. Salut Yasmine et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nous avons testé pour vous. Je vous conseille de sortir les parapluies, il y a risque d'averse. Aujourd'hui, je donne de la voix. Nous allons tester ensemble un cours de chant. Bonjour Christy, merci de nous recevoir dans vos studios. Avec grand plaisir. Première question, est-ce que tout le monde peut apprendre à chanter? Oui, tout le monde peut apprendre à chanter. S'il en a le désir, s'il a une passion au fond de lui. Et même si on n'a pas une belle voix, on peut apprendre à chanter? La voix n'est pas tout. Mais celui qui n'a pas beaucoup de voix a des choses à dire en chantant quand même. Et ce sont des poètes aussi qui ont fait des choses magnifiques et qui chantent, comme Brel. Et à partir de combien de séances on peut apprendre les bases du chant? Ça dépend des capacités de chacun. Le chant, c'est très sérieux. Il faut être rigoureux. Comme dans la danse, on se fait du bien. Voilà, en parlant de se faire du bien, est-ce que la pratique du chant peut avoir des effets thérapeutiques? Il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs enfouies au fond d'eux-mêmes et le chant leur permet de s'exprimer et de sortir toute cette rancœur qu'ils ont, ce malaise qui fait qu'ils ne sont pas heureux. Et ça me plairait bien qu'on fasse un petit test. Je veux bien Vous aussi. êtes d'accord? Oui. Que je vous fasse souffrir. Maintenant qu'on est installé, par contre, on va commencer. On va faire des vocalises, quelques vocalises. C'est important puisque ça chauffe les cordes vocales qui sont des muscles. Et on serre le bas du ventre et on... sans prendre d'air. Parce que là, vous êtes en train de vous étouffer, jeune homme. Tu lâches et tu resserres. Tu vois que c'est pas évident, non, déjà. Pas du tout. Bon, ça prend petit à petit, puis tout le monde s'exerce, même en voiture, tout le monde exerce pour faire ça. Mais après, il y a la vocalise tout simple qui est un petit mu. Écoute. Tu serres le ventre. Il se débrouille pas mal. Maintenant, je vais écouter ta voix sur une chanson française. D'accord. Et cette chanson française est d'Aznavour. On lui fait un petit coup de chapeau. Ça te dit? Ça me dit. Allez, les paroles, elles sont là. D'un coup, surtout, 3, 4. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits des bateaux. Articule bien et éloigne-toi un peu du micro. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu. Bien. De mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternel été où l'on vit presque nu. Sur les plages, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. On arrête là, parce que c'est une chanson difficile. Pourquoi? Parce que le couplet a des paroles, un débit de paroles important. Tu rentres à la maison et tu travailles. Voilà, ceci dit, tu as une bonne voix. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui peuvent le faire, de n'importe où dans le monde, c'est de chanter. Exactement. C'est la joie. La joie et la bonne humeur. Oui. En tout cas, je te remercie pour tes conseils, ta bonne humeur et j'espère qu'on se reverra très vite. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Christy. Merci beaucoup, Nabil. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nous avons testé pour vous. Et en attendant,
À toi Yasmine, je te rends l'antenne. La 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 la. Il le fait bien finalement, il s'en est très bien sorti. Et je crois qu'il y prend beaucoup de plaisir. Une vocation est née chez Nabil. Alors, Khadija, qu'est-ce qu'on chante? On continue la chanson en studio? En studio. En studio, en plateau non, ici? Non, non, pas en plateau. En off? On parle d'épices maintenant? Oui. Allez, bien-être santé. Et plantes, on en parle tout de suite. Alors, les fabuleux pouvoirs des épices que l'on utilise dans notre cuisine marocaine, on vous dit un peu tout ce matin avec vous, Madame Khadija Jaouane, naturopathe, conseillère en hygiène de vie, phyto-aromathérapeute. D'abord, pour commencer, un petit rappel des principales épices que nous utilisons. On regarde. Des épices, on en a tous dans nos placards, sans pour autant savoir quand ni comment les utiliser. Les épices sont des substances aromatiques végétales qui servent à assaisonner et relever nos délicieux plats. En plus de leurs vertus gustatives, elles possèdent des propriétés médicinales. Le cumin, par exemple, est sans conteste l'épice orientale la plus utilisée dans la cuisine nord-africaine. Il relève nos délicieux tagines et est réputé pour calmer les maux de ventre. Alors que le gingembre est connu pour son action anti-inflammatoire, il est rafraîchissant, piquant et poivré. Quand il est séché et réduit en poudre, il perd un peu son aspect fort pour se marier avec le sucré et le salé. Très appréciée pour sa saveur parfumée, la cannelle s'utilise aussi bien dans des plats salés que dans des desserts. C'est l'une des épices les plus riches en antioxydants qui agit notamment sur l'éclat de la peau ainsi que sur le vieillissement des cellules. Passons à une épice légendaire que l'on surnomme l'or rouge. Le safran, réputé pour son prix exorbitant et son goût unique, il possède plusieurs vertus thérapeutiques et on lui attribue un effet positif sur le syndrome dépressif. Le safran, c'est donc bon pour le moral. Pour conclure, le mélange le plus noble des épices de la cuisine marocaine, c'est Ras El Hanout. Réputé pour ses bienfaits, il est composé d'au moins 37 épices et s'associe parfaitement avec n'importe quel type de viande, poisson ou de légumes. Mais au fait, connaissez-vous la signification du nom Ras El Hanout? Il s'agit de la tête du magasin en arabe, en référence aux produits phares des épiceries. Ah, les épices! Que serait la cuisine marocaine sans elles? Eh bien, pas grand-chose, hein, je pense, parce que justement, c'est ce qui relève. Alors, on va revenir à certaines des épices énoncées. La cannelle. La cannelle, apparemment, c'est un super antioxydant. Donc, les ampoules féminines se sont allumées, puisque apparemment, c'est très bon pour la peau et ça rajeunit. Est-ce que ça rajeunit vraiment? Ça rajeunit vraiment et ça a un impact sur la circulation du sang. Et paradoxalement, elle est sucrée. Et elle est excellente pour les personnes qui souffrent de diabète. D'accord. Donc, elle régule la glycémie, et alors qu'on pourrait penser que c'est les épices sucrées qu'il faudrait éviter. Mais la nature est bien faite. Quand le sucre est, entre guillemets, interdit, on peut retrouver le goût sucré à travers des choses naturelles. Bon, une toute petite parenthèse qui ne rentre pas là, c'est comme la patate douce qui est excellente pour les personnes qui ont un diabète et qui est sucrée. C'est ça. Oui. Donc, on retrouve tous ces bienfaits. La cannelle, c'est la circulation du sang. Ça agit sur le cœur, positivement, sur les douleurs de règles aussi, ça régule et ça peut même les enlever s'il y a autre chose en parallèle. En synergie. En synergie. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ces épices font partie de notre patrimoine et souvent, j'ai un petit message à passer, c'est que souvent les personnes qui souffrent de problèmes ou d'autres disent « moi j'ai arrêté toutes les épices ». Non, non. Ce qu'il faut arrêter, c'est tout ce qui est colorant artificiel, mais user des épices à bon escient, bien sûr, et toutes les épices ont leur mot à dire. Alors pour la cannelle, parce que c'est un très bon antioxydant, on dit qu'elle est bien pour la peau, est-ce qu'on peut l'appliquer directement sur la peau? Bien sûr, avec du miel. Je cherche le lifting, absolument. Oui. Donc, vous l'avez compris. Avec du miel. Avec du miel en masque. Avec du miel en masque, c'est excellent et ça donne un éclat à la peau immédiatement. C'est un super. À tester, promis. Oui, promis. Clou de girofle. Clou de girofle, c'est associé aux maux de dents.
C'est vrai. C'est associé. Donc, prendre de la poudre de clou de girofle, la mettre immédiatement en attendant de voir un dentiste, c'est excellent. Même en huile essentielle, aujourd'hui, les dentistes et chirurgiens dentistes dans le monde entier qui sont versés dans l'aromathérapie l'utilisent en première intention. D'accord. Et est-ce qu'on peut mettre directement un clou dans la bouche? Oui, le mastiquer, il est fort. Donc, je connais bien le goût. Il est piquant, mais au bout d'un certain moment, quelques secondes, ça donne un effet anesthésiant. Donc, ça permet de bien dormir. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. C'est un antioxydant aussi. C'est un antioxydant. Sur le visage, oui, sur le visage aussi. Et en utilisation interne, c'est un clou. Donc, ça ressemble à un clou et qui fait fuir les insectes aussi. Donc, planté sur une orange ou un On voit ça, mais j'ai jamais compris à quoi ça sert vraiment. Ça fait éloigner les mites, ça fait éloigner les insectes, ça fait donc c'est vraiment cet effet de antibactéries, antibiotiques, donc toutes ces petites bestioles qui ne sont pas les bienvenues n'aiment pas l'odeur du clou de girofle. On peut le donner aux tout petits, aux enfants, le clou de girofle? C'est un peu fort. C'est un peu fort. Et même, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. C'est un peu trop fort. Cannelle aussi? Cannelle aussi. Le curcuma? Le curcuma, aujourd'hui, c'est la grande mode au niveau dans le domaine de la nutrition. Tout le monde parle de curcumine. Ce composant principal du curcuma qui est excellent pour les articulations. Donc, c'est surtout au niveau des articulations, les arthroses, les arthrites, les polyarthrites. Donc, c'est l'épice par excellence. Bien sûr, elle est meilleure. Oui, en infusion, et c'est aussi avec les deux autres qui ont précédé. Ça peut faire un mélange, un cocktail d'infusion pour l'hiver qui approche. Cannelle, clou de girofle, curcuma. Curcuma, gingembre aussi, un petit moment. C'est pas mauvais pour les personnes hypertendues? Non. Alors, pas de risque. Les personnes hypertendues s'accrochent à ça, mais ne pensent pas du tout au thé ou au café. Donc, oubliez le thé et le café et prenez ça. Voilà. C'est ça. On finit par le safran? Le safran, donc c'est la stigmate. Donc, c'est les pistils de la fleur qui est violette, en fait. C'est ça. Mais les pistils sont d'un rouge extraordinaire et ça donne une infusion qui est jaune. Donc, pour l'utiliser, c'est quelques filaments dans de l'eau et c'est l'eau que l'on utilise. C'est-à-dire que ce n'est pas les filaments que l'on jette dans le plat ou dans le tagine. Où il faut laisser infuser. Ce qu'on voit, ça se voit que c'est, ça se voit que je le fais pas. Mais voilà, les grandes spécialistes, on les voit effriter les filaments sur l'aliment directement. Ou dans l'eau. Carrément, dès qu'on a cette infusion jaune, c'est là où on passe sur les légumes, par exemple. Ou en infusion à boire. Ou en infusion, tout simplement. Et c'est une stigmate qui est extraordinaire pour les états dépressifs légers. Bien sûr, je ne parle pas de dépression lourde. C'est aussi calmant. Une tisane chaque soir? Oui, et ça agit aussi sur la libido. Pour les hommes, pour les femmes, oui, c'est pour ça, je pense que ça a une si grande valeur pécuniaire. C'est le gramme. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de falsifications dans ce domaine. Donc, nous, Marocains, on est producteurs de safran. Il suffit d'aller aux sources. Taliwouine, en particulier, mais beaucoup d'endroits, surtout dans la région du Sud, parce que c'est une fleur qui est éphémère. Et il faut l'accueillir. C'est pour ça que justement, ça coûte cher, parce que la récolte est à des moments précis, au moment du lever du soleil. Oui, exactement. Donc c'est à l'aube que les femmes s'activent pour cueillir. Parce que la fleur s'ouvre rapidement. Mais dès qu'elle prend le soleil, c'est non, ça y est. C'est ça. Merci beaucoup pour tous ces secrets. Et je sais que la nature en regorge et vous avez beaucoup de choses à raconter et vous êtes la bienvenue, c'est votre émission. Alors, on y va pour les questions des téléspectateurs, mais juste avant, pendant en fait que Nabil testait le cours de chant, on a évoqué en studio, en plateau avec vous, une plante. C'est une épice ou une plante, l'anis? C'est une graine. C'est une graine, absolument. L'anis. Et apparemment, vous nous avez dit, c'est très bon pour la voix, pour la gorge. Oui.
Oui, exactement. Donc même avant une émission, éventuellement, Absolument. prendre une infusion d'anis, ça éclaircit la voix. Et bon, un petit secret qui n'en est plus un, c'est notre chanteur arabe Abdelhalim Hafed qui prenait toujours son infusion de yensoun, le yensoun qui est l'anis, juste avant de rentrer sur scène. Donc l'anis, c'est bon pour la gorge, c'est bon pour les ballonnements, c'est relaxant aussi. Oui. Absolument. Bon, on voit les questions des téléspectateurs? Oui. On y va. On a une jeune femme, Hidaya, qui nous dit: à quel moment peut-on introduire les épices dans l'alimentation des plus petits et y a-t-il des risques d'allergie? Certaines épices rentrent dans l'infusion de bébé dès le départ, dès qu'il est nourrisson. On parle surtout de cumin laineux, le kamoun sofi. Le kamoun sofi, l'anis aussi, le karvi, le karouia. Et des risques d'allergie, il n'y en a pas à ma connaissance. Parfait. Alors, deuxième question. Très intéressante aussi. Alors, c'est un jeune homme qui nous dit: les épices se périment-elles et comment bien les conserver? Alors, les épices, je ne pourrais pas dire qu'elles se périment, mais qu'elles s'éteignent. C'est-à-dire que leur bienfait s'atténue. Ce n'est pas qu'elles vont devenir toxiques. Non, mais elles ne vont plus donner les effets que l'on a dans les épices fraîches. Donc, comment les conserver? C'est ne pas les moudre longtemps avant l'utilisation. Donc, garder par exemple les graines ne se périment pas. L'anis, etc., la graine, elle est éternelle. C'est dès qu'elle reçoit un peu d'eau qu'elle est périssable ou qu'elle est moulue, donc il y a cette atténuation même des effets organoleptiques, etc. Donc en fait, si on veut préserver la puissance de la graine ou de l'épice, c'est moudre et consommer directement? Exactement. Mais on est en 2018. Oui, avec tous les appareils, c'est facile. quelques secondes. C'est quelques secondes. C'est juste des automatisations à poser. Absolument. On est à l'ère de la rapidité. Et on a besoin de tout très vite à côté. Attiré par une épice en particulier, Yasmina? La vérité toute, mais l'anis m'interpelle énormément. Ouais. En fait, les petites recettes qu'elle nous a données, elles sont juste fabuleuses. Absolument. On te remercie. Avec plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie les téléspectateurs pour leur confiance. Alors, Yasmina Oudriri, vous êtes coach et vous nous avez promis de revenir pour un autre sujet, c'est les canaux de communication. Comment bien communiquer avec l'autre. Khadija Jaouane, merci beaucoup. Vous êtes venue de Marrakech et c'est un plaisir de vous avoir. Les épices et les secrets des épices, quelques-unes des épices, nous en avons parlé avec vous. On peut bien sûr retrouver tout ça sur notre site mediantv.com, naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Alors, phyto-aromathérapeute, c'est bien dit? C'est ça, parfait. Et à vos côtés, Sabrine Gdira. Merci beaucoup, Sabrine. Merci à vous, Yasmine. Des comportements difficiles des enfants, comment dépasser tout ça en famille, dans la bienveillance, dans la bonne humeur, dans l'affection et la tendresse. On en a parlé avec vous et un grand merci à Nabil qui n'a pas hésité à se mettre en scène avec Christy Caro, justement la grande coach de voix, la grande artiste, pour tester le cours de chant. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Médien TV. À bientôt. Au revoir.